Salut et bienvenue sur Beyondless Mind. Aujourd'hui, on va parler d'un film que tu as peut-être déjà vu gamin un dimanche après-midi entre deux pubs pour des céréales, j'ai nommé Ratatouille. Un rat qui cuisine, un chef qui n'en est pas vraiment un critique qui fait peur à tout Paris. À première vue, on est loin des grandes questions métaphysiques. Et pourtant, pour moi, c'est probablement le Pixar qui touche le plus directement à une question ultra classique en philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire être humain, si on enlève tout ce qui ressemble à de la magie, de l'âme spéciale ou de la grandeur transcendante? Pourquoi en parler avec Ratatouille plutôt qu'avec un traité de métaphysique? Parce que la philosophie sérieuse ne s'intéresse pas seulement aux grands systèmes abstraits, mais aussi à des choses très ordinaires. La cuisine, le goût, les gestes du quotidien. John Dewey, par exemple, dans Experience and Nature, insiste sur le fait que notre culture, notre art, nos valeurs, c'est de la nature qui continue autrement. Et puis, il y a une autre raison, plus simple. Ratatouille est un film qui a vieilli avec moi. Je l'ai vu à différents moments de ma vie, et à chaque revisionnage, il me travaille différemment, même presque 20 ans plus tard. C'est à la fois un film doudou et un film qui pose des questions très sèches sur ce que c'est qu'être humain, dans un monde sans magie. Sur cette chaîne, je défends un cadre assez clair. Un naturalisme ontologique, donc un seul monde entièrement naturel et pas de coulisses surnaturelles, et également un constructivisme immanent de la valeur. Ce qu'on appelle valeur se fabrique dans nos pratiques, nos institutions et nos formes de vie. Dans cette vidéo, je vais essayer de montrer comment Ratatouille met en scène très concrètement une certaine image de l'humanité qui colle à ce cadre. On va découper ça très simplement. Premièrement, pourquoi Ratatouille est un bon laboratoire philosophique pour penser l'humain sans essence magique. Ensuite, comment le film montre un continuum entre rat et humain, un seul monde et des formes de vie différentes. Et enfin, troisièmement, comment le goût, les jugements et la valeur culinaire se construisent dans ce monde-là, et ce que ça dit de l'humanité. Et à la fin, je répondrai clairement, dans Ratatouille, qu'est-ce que ça veut dire être humain si on reste naturaliste jusqu'au bout. Entrons dans le vif du sujet. On pourrait se dire, ok, c'est marrant, mais si tu veux parler de l'essence humaine, pourquoi tu ne prends pas directement Aristote ou Kant? Justement, ce que je veux éviter, c'est l'idée qu'il existerait une essence humaine déjà toute faite, posée quelque part. L'âme rationnelle, la dignité métaphysique, la nature humaine supérieure aux animaux. Dans un cadre naturaliste, je pars d'autre chose. Un seul monde physique, peuplé d'organismes, de corps, de pratiques, et parmi ces pratiques, certaines deviennent ce qu'on appelle la culture, la valeur, l'art, etc. etc. Dewey insiste là-dessus. Il n'y a pas la nature d'un côté et l'humain de l'autre. Il y a des processus naturels qui, à un moment, donnent des animaux capables de langage, de cuisine et de critique gastronomique. Et Ratatouille est parfait pour ça, parce qu'il met tout sur la table, littéralement. Des rats, des humains, une cuisine, des guides, des critiques, des étoiles, des souvenirs, des affects, des réputations, etc. etc. Il n'y a pas de miracle, pas de prophétie et pas d'ange. Juste un pari très matériel, traversé par des odeurs, des goûts et des hiérarchies sociales. C'est exactement le terrain de jeu d'un naturalisme, un monde unique, concret, sans arrière-monde. Du coup, la vraie question devient, dans ce monde purement naturel, qu'est-ce qu'on appelle être humain? Et qu'est-ce que le film nous montre de spécifique sur cette manière d'exister? Premier point, dans Ratatouille, les rats et les humains ne vivent pas dans deux univers séparés. Tout se passe dans le même Paris. Les égouts et les cuisines communiquent, les rats récupèrent les restes des humains, et les humains paniquent quand ils voient des rats, mais ils partagent les mêmes lieux. Et si on regarde les rats, ils ont une organisation sociale, ils stockent de la nourriture, ils délibèrent, donc par exemple on a la scène du vote qui est finalement assez explicite, ils montrent des stratégies collectives, et à la fin, ils font tourner une cuisine professionnelle avec une division du travail très fine. Et si on regarde les humains, ils obéissent à des routines, ils sont pris dans des hiérarchies de brigades, ils défendent des normes, dire ça se fait ou ça ne se fait pas. Certains, comme Skinner, pensent davantage marque et produits dérivés que cuisine réelle. On ne voit donc pas d'un côté des animaux purement réflexes, et de l'autre des humains purement rationnels. On voit différentes manières pour des organismes de s'organiser pour survivre, de transmettre et de maintenir des pratiques. Rémi, au milieu de ça, n'a pas besoin d'une âme humaine pour sortir du lot. Il a un corps de rat, des sens très développés, une exposition particulière à la cuisine humaine et aux livres de Gusto, et une curiosité obsessionnelle pour les saveurs. Ça suffit pour expliquer tout ce qu'il fait, sans faire intervenir une étincelle métaphysique. Encore une fois, Dewey dirait que la pensée, la culture, la valeur, c'est la nature qui poursuit ses propres problèmes par d'autres moyens. Rats et humains sont sur le même continuum, même monde, même matière et formes de vie différentes. Le film joue parfois avec l'idée de vocation et de « anyone can cook », n'importe qui peut cuisiner. Mais rien de surnaturel ne vient sauver qui que ce soit. Tout se joue dans ses formes d'organisation, ses apprentissages et ses institutions.
Passons au cœur du film, le goût. Ratatouille pose en permanence une question très simple mais très profonde. Comment sait-on qu'un plat est bon ? Le film ne répond pas avec une naissance culinaire magique, il montre des pratiques de jugement. 3 personnages sont essentiels pour ça. Il y a donc Rémi, Colette et Anton Ego. Rémi renifle, goûte séparément, combine, teste. Quand il associe des saveurs, le film visualise ça par des couleurs, des formes, presque des feux d'artifice. Le goût pour lui, ce n'est pas juste « j'aime » ou « ne j'aime pas », c'est une enquête. On pourrait décrire ça comme une mini-épistémologie naturalisée. Un système nerveux, des essais et des erreurs, des hypothèses, par exemple dire « et si je mélangeais ça avec ça, qu'est-ce que ça ferait ?» Ou encore de l'apprentissage. Aucun besoin de postuler une intuition mystique du bon goût. On a un animal qui explore un espace de possibles gustatifs, comme un scientifique explore un espace d'hypothèses. Ensuite, on a Colette. Colette incarne la tradition professionnelle. Les recettes, les gestes, les temps de cuisson, et ce qui se fait ou non dans un restaurant de ce niveau. Son jugement va donc reposer sur du travail, de la répétition et l'intégration des normes d'un milieu. Elle ne réinvente pas un langage culinaire chaque matin, elle joue à l'intérieur d'une grammaire commune. C'est exactement ce que décrit Dewey dans Art as Experience. L'art ne tombe pas du ciel, il naît de pratiques maîtrisées, de techniques et d'habitudes transformées. Et enfin, Anton Ego, au début, c'est le critique qui a figé sa vision. Il sait ce qui vaut, ce qui ne vaut pas, et le monde doit entrer dans ces catégories. La scène de la ratatouille casse tout. En une bouchée, il est renvoyé à son corps et à son enfance. Sa grille de jugement se fissure, et il doit reconnaître qu'il s'est trompé. Il n'a pas découvert une espèce d'essence éternelle de la cuisine. Il a vécu ce que j'appellerais un moment d'ajustement réussi. Un plat, un corps, une mémoire, un contexte, et d'un coup, tout ça s'aligne. La philosophe Caroline Kurzweil dans Making Sense of Taste défend exactement ce genre d'idée. Le goût n'est pas un plaisir secondaire ou honteux, c'est un lieu où se jouent des formes de connaissances esthétiques. Dans le cadre naturaliste que je défends, la vérité ici, ce n'est pas une essence culinaire qui flotterait ailleurs. C'est plus simple que ça. Un jugement est vrai quand il s'ajuste mieux à ce qui se passe vraiment, au corps, au passé et à la situation réelle. Je ne parle pas ici d'une vérité éternelle ou métaphysique, mais d'un ajustement réussi dans ce monde-ci. Être humain sur ce plan, ce n'est pas accéder à des idées transcendantes. C'est être capable de réviser ses jugements à partir de l'expérience. On peut alors élargir. Qu'est-ce qui fait la valeur du restaurant de Gusto ? On peut suivre sa trajectoire. Au début, il y a plusieurs étoiles, une réputation, une marque et une place dans l'institution de la grande cuisine française. Après la mort de Gusto et la perte d'une étoile, le nom existe toujours, mais la crédibilité baisse et Skinner commence à exploiter la marque pour vendre des produits industriels. Ensuite vient le scandale des rats et la fermeture, donc l'image s'effondre, il n'y a plus d'hygiène, donc plus de confiance, et le lieu perd d'un coup toute sa légitimité. Et au final, concernant le nouveau restaurant, il est plus petit, plus discret, mais c'est là que se rejoue ce que le film présente comme la vraie cuisine. Ego devient client régulier, et la valeur se relocalise. Dans une métaphysique classique, on pourrait dire, il existe, quelque part, une vraie valeur culinaire, et certains restaurants la reflètent plus ou moins bien. Dans un cadre constructiviste, je dirais plutôt, tout ce qui ressemble à de la valeur, les étoiles, la réputation, les grands chefs, est le résultat de pratiques collectives. On a donc les critiques qui encensent ou descendent un lieu, on a les guides qui attribuent ou retirent des étoiles, les clients qui vont suivre ou non, le marketing qui va exploiter des noms, et l'imaginaire collectif qui se cristallise. Philip Kitcher, dans The Ethical Project, décrit nos normes morales comme quelque chose de ce type. Un projet historique où des communautés essaient, se trompent, révisent, stabilisent des règles pour mieux vivre ensemble. Sharon Street, dans A Darwinian Dilemma, pousse la critique. Si nos jugements de valeur sont façonnés par l'évolution, il devient très difficile de défendre l'idée de valeur totalement indépendante de ces processus. Ratatouille illustre cela de façon simple. La valeur culinaire n'est pas écrite dans les atomes des plats, elle dépend de réseaux de pratiques, de symboles et d'institutions. Quand je parle de constructivisme immanent de la valeur, je veux dire ceci. La valeur n'existe pas dans un ciel des idées, elle n'est pas inscrite une fois pour toutes dans la structure du cosmos, et elle apparaît, tient et se transforme dans ce que font les humains ensemble. Ce n'est pas tout est arbitraire, c'est plutôt ce qui compte dépend de nos formes de vie, de nos conflits, de nos révisions, et pas d'un tableau de valeurs déjà écrit ailleurs. Alors finalement, qu'est-ce que c'est qu'être humain dans Ratatouille ? On peut revenir à la question du début, évidemment. Dans ce film, être humain, ce n'est pas posséder une essence spirituelle spéciale, ni être ontologiquement au-dessus des rats, ni avoir un accès privilégié à de valeurs absolues. C'est plus modeste et, à mes yeux, philosophiquement plus fécond. Je vais résumer en 3 points.
Premièrement, être humain, c'est participer à certains types de pratiques, cuisiner, juger, critiquer, transmettre des recettes, ouvrir et fermer des lieux où quelque chose compte. Rémi devient humain en ce sens-là. Il entre dans ces pratiques, il invente des plats, il contribue à recomposer un monde culinaire. Ensuite, être humain, c'est être pris dans des réseaux de goût et de vérité. Dire « ce plat est bon », mais aussi accepter de changer d'avis. Reconnaître que nos critères ont une histoire, qui peuvent être mis en crise par une expérience, comme Ego, le critique, devant la ratatouille. Ego n'est pas le gardien d'une vérité culinaire transcendante. C'est un humain qui accepte de se laisser transformer par ce qu'il goûte et de réviser les institutions auxquelles il croyait. Et enfin, être humain, c'est fabriquer et réviser des mondes de valeurs. Les institutions culinaires, les guides, la hiérarchie entre haute cuisine et cuisine populaire. Et parfois, décider de soutenir un autre type de lieu, plus modeste, mais plus ajusté à ce qu'on considère désormais comme important. L'humanité dans ce cadre, ce n'est pas une substance déposée dans certains corps, c'est le nom qu'on donne à cette capacité dans un monde purement naturel. C'est-à-dire à tisser des corps, des souvenirs, des jugements, des restaurants, des livres, et en faire des mondes de valeurs qu'on peut encore remettre en question. Il n'y a pas de transcendance, pas d'âme séparée, pas de destin écrit. Il y a seulement la nature, mais une nature devenue capable de goûter, de juger et de se critiquer elle-même. Et c'est là que la dimension nostalgique joue à plein. Le simple plat de légumes qui fait revenir Ego à son enfance, c'est le signe que dans un monde sans dehors, quelque chose peut quand même nous arracher des larmes et nous obliger à vivre autrement. Et pour être honnête, c'est aussi pour ça que je reviens régulièrement à ce film. Il condense assez bien ce que j'essaie de faire ici sur la chaîne, penser très sérieusement avec quelque chose qui, au départ, ressemble à un simple film de réconfort. Si tu es encore là, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Avec Ratatouille, je n'ai pas voulu faire une énième vidéo sur le génie, la vocation ou poursuit tes rêves. D'autres le font très bien. Ce que je voulais montrer, c'est qu'un film Pixar, avec des rats et des casseroles, peut servir de laboratoire philosophique pour une question très classique. Comment parler d'humanité, de vérité et de valeur dans un monde qui est, de part en part, naturel? Si ce genre de lecture t'intéresse, tu peux aller voir les autres vidéos de la chaîne. Celle où je pose mon naturalisme, celle sur le fait brut, ou encore celle du même type où je vais parler de Dune ou de Star Wars KOTOR 2, par exemple. Le principe est le même à chaque fois. On part d'œuvres de fiction, non pas pour faire de la philo appliquée au dessin animé, mais pour voir jusqu'où on peut aller avec un cadre naturaliste cohérent. Si la vidéo t'a parlé, tu peux t'abonner et la partager, et surtout me dire en commentaire comment toi tu lis Ratatouille. Est-ce que tu y vois surtout une histoire de vocation individuelle, ou tu es prêt à l'utiliser comme un petit laboratoire pour penser ce que c'est que vivre humainement dans un monde purement naturel? Merci d'avoir été là, c'était Nocto, et à bientôt sur Beyond Less Mind.